Bonjour et bienvenue pour ce midi qui est donc consacré à Jacques Singer et à son livre qui s'intitule Initiation à l'islam. Alors, quelques mots pour présenter Jacques. Jacques était d'abord un universitaire, un professeur des facultés de droit, hein, c'est ça. Donc un collègue, on a ça en commun, mais après, il a choisi de faire une carrière internationale comme haut fonctionnaire aux Nations Unies, puis ensuite comme ambassadeur, et notamment, on en parlait à l'instant, comme ambassadeur en Israël. Et donc, il a joué un rôle important au Quai d'Orsay. Donc, il a eu au moins 2 carrières, voire 3 si on compte les Nations Unies. Je ne sais pas si tu la comptes. Donc, vraiment, quelqu'un qui a à la fois la réflexion de l'universitaire et puis la connaissance de l'action du diplomate. Et donc, on se connaît depuis un certain nombre d'années maintenant, on évoquait tout ça. Et il a sorti pas mal de livres. Et le dernier, c'est donc cette initiation à l'islam. Et je dois dire, et sans forfanterie aucune, que j'ai vraiment beaucoup apprécié ce livre. C'est un livre, le titre d'initiation, je te le disais, je me permets de le dire publiquement, m'avait un peu gêné parce que je trouvais que c'était un peu réducteur. Et en même temps, c'est un titre très juste. C'est vraiment une initiation, mais c'est plus qu'une initiation en même temps. On a le sentiment qu'il y a une réflexion en profondeur sur les différents aspects de l'islam. Alors on commence par les débuts, une réflexion sur la vie de Mahomet. Mais en plus, ça nous emmène vraiment dans bien des endroits, avec à chaque fois une réflexion critique. Quand, par exemple, tu évoques la laïcité en Turquie, que tu nommes une fausse laïcité, quand tu parles du wahhabisme, quand tu parles du soufisme, enfin, il y a à chaque fois une réflexion en profondeur sur l'histoire et sur aussi l'état du débat sur ces sujets. C'est très intéressant aussi, je trouve. Quand tu parles, par exemple, de la vie de Mahomet, tu rappelles un peu les tentatives de biographie sur Mohamed, en montrant les difficultés et en montrant finalement que c'est quelque part impossible de faire une biographie scientifique de Mohamed. Enfin bref, c'est vraiment un livre d'une très grande densité. Voilà. Donc je vous invite vraiment à en prendre connaissance. Et pour en prendre connaissance, le mieux c'est d'écouter l'auteur. Donc je te passe la parole pour disons, une bonne demi-heure à peu près. Et puis ensuite, bien entendu, nous ouvrons le débat avec la salle. Jacques, je t'en prie. Merci Jean-Paul, je suis très heureux de vous retrouver ici, dans ce lieu dont je suis un habitué et un ami depuis toujours. L'islam, l'initiation à l'islam, effectivement, ça nous conduit à passer, si je puis dire, du présent au passé. Pour comprendre le présent de l'islam, il faut, plus que pour d'autres religions, retourner au passé, et notamment à la première époque de l'islam. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans les réalités de l'islam comme dans ses débats, il faut plonger dans ce qu'a été cette histoire du 7e au 10e siècle. Pour une raison importante, c'est qu'à la différence des 2 autres grands monothéismes, le judaïsme et le christianisme, l'islam a eu tous ces grands débats entre le 7e et le 10e siècle, et ensuite a clôturé l'ijtihad, a fermé le débat du 10e au 20e siècle. Il y a eu une immobilité théologique et culturelle de l'islam entre le 10e et le 20e siècle. Encore une fois, à la différence des 2 autres grands monothéismes qui, par des chocs historiques ou des chocs religieux, ont été amenés à se bouger, si je puis dire, à évoluer. L'islam contemporain, notamment quand on parle de l'islam, ici, je parle surtout du courant du sunnisme. Parce que l'histoire du chiisme aura une trajectoire différente. On pourra y revenir dans le débat. Donc, quand je parle de l'islam, c'est l'islam sunnite. L'islam sunnite, aujourd'hui, on peut le caractériser par 3 réalités ou processus. La réalité du conservatisme, qui est celle du courant central de l'islam, ce qu'on appelle l'islam
acharite, celui qui a été élaboré au Xe siècle par El-Ashari et ensuite officialisé par les sultanats seldjoukides et les Ottomans, et qui est le corps central, le courant central de l'islam sunnite. Ce conservatisme, ce profond conservatisme donc de l'islam sunnite. Il y a un deuxième élément dans l'islam contemporain qui est la radicalisation, celui dont on parle le plus, que l'on vit évidemment, le plus par sa dimension spectaculaire du djihadisme et du terrorisme. Mais cette radicalisation s'est ouverte au XVIIIe siècle dans la naissance du wahhabisme. Donc la radicalisation est un courant du sunnisme contemporain qui plonge ses racines dans l'islam initial. Le courant radical, la dimension radicale de l'islam, vous la trouvez dans le kharajisme et vous allez la trouver ensuite chez Ibn Hanbal au IXe siècle. On va y revenir dans un instant. Donc il y a une tradition d'un courant radical dans l'islam, notamment dans l'islam sunnite, qui est apparu au IXe, Xe siècle, qui ensuite s'est un petit peu endormi, mais s'est réveillé par Ibn Taymiyyah au XIIIe siècle, et qui a ressurgi au XVIIIe par Abdel Wahhab, et qui aujourd'hui se retrouve et dans le salafisme, et dans l'islamisme politique, et dans le djihadisme. Et vous avez un troisième processus, à côté de ceux du conservatisme et de la radicalisation, qui est la sécularisation. Ce processus de la sécularisation de l'islam, il est bien plus tardif que celui qui a touché et le judaïsme et le christianisme. Cette sécularisation de l'islam, elle s'est amorcée au XIXe par les différentes expériences de laïcité, depuis Ibrahim Pacha jusqu'à Mustafa Kemal. Elle s'est amorcée aussi dans le nationalisme arabe, mais qui a eu très vite ses limites et ses échecs. Cette sécularisation de l'islam, vous la retrouvez dans certaines dimensions des printemps arabes. Et aujourd'hui, on peut considérer que cette sécularisation, pour reprendre la formule de Mohamed Janjar, bien que tardive, est irréversible. C'est une sécularisation tardive, mais irréversible. Et vous avez donc cet entremêlement du conservatisme central, de la radicalisation et de la sécularisation, qui sont les trois moteurs de la complexité de cet islam sunnite contemporain. Mais pour comprendre cela, pour éclairer cela, eh bien, il faut revenir à l'histoire. Il faut revenir à la première histoire de l'islam. Cette fabrication de l'islam, du 7e au 10e siècle, c'est d'une part le prophète, Mahomet, et d'autre part la fabrication du sunnisme. Comme toute religion, l'islam s'est fait à partir d'un prophète charismatique, Moïse, Jésus, Mahomet, mais chacun de ces prophètes vient poser un discours ou des actes sans bâtir toute une religion. Ils n'auront pas le temps, ces prophètes, de bâtir des religions au sens institutionnel. Et c'est après leur mort, après leur disparition, que les religions se bâtiront. C'est ce qui va se passer pour l'islam. Il y aura la phase prophétique de Mahomet et il y aura la phase institutionnelle de la fabrication de l'islam dans les 3 siècles qui suivront, dans la période des califats omeyyades et abbassides. La phase prophétique. Mahomet, l'expression est de Malek Shebel, a commencé comme Jésus, a continué comme Moïse,
et a terminé comme Josué. Qu'est-ce que cela veut dire? Il a d'abord eu une prophétie religieuse à la Mecque. Il est venu affirmer que le peuple arabe devait se convertir au monothéisme. On le sait maintenant, tous les travaux de l'islamologie européenne et arabe d'ailleurs montrent bien à quel point Mahomet baignait dans un climat culturel très particulier qui n'avait rien à voir avec la Jaliliya dont on parlait ensuite, la tradition. Le monde de l'Arabie, s'il y avait une carte de l'Arabie, était un monde très développé, en plein développement économique, politique et culturel, entre deux grands empires déclinants, l'empire byzantin et l'empire perse. Et le monde arabique, le monde bédouin, était traversé par les influences des deux grands monothéismes, juifs et chrétiens. Certaines tribus bédouines étaient judaïsées. À Médine, vous allez trouver 3 grandes tribus judaïsées. Le monde chrétien était présent au Yémen, mais aussi en Arabie, mais aussi en Syrie. Et Mahomet va baigner dans ce monde où les deux grands monothéismes viennent frapper la porte du polythéisme traditionnel qui règne dans le monde bédouin. Et ce monde bédouin, qui est en plein essor par la vie commerciale des grandes cités, notamment celle de la Mecque, carrefour commercial, vont être travaillés par ce grand débat religieux. Mahomet va être le porteur de ce débat religieux, va être celui qui va venir relayer à sa façon la traduction du monothéisme dans ce monde polythéiste de sa tribu, de son clan. Mais il ne va pas reprendre les monothéismes existants. Il va vouloir produire un monothéisme national. Cette formule de l'islam monothéisme national pour le peuple arabe, qui est de Jacqueline Chabi, elle est aussi formulée par Hichem Jaïd, le grand historien islamologue tunisien. L'islam va être dans la prophétie de la Mecque, dès la prophétie de la Mecque, au fond l'émergence d'un monothéisme adapté aux traditions, aux mœurs et au polythéisme du monde tribal. Médine, après la Mecque, va être l'affirmation d'une prophétie complémentaire de celle de la Mecque. Après la prophétie religieuse, la prophétie politique. Après le prophète, le roi. Mahomet, prophète et roi, cette formule qui est maintenant acquise, cette double dimension de Mahomet pendant les 25 ans de sa vie publique, va venir entremêler étroitement le politique et le religieux. Et à sa mort, il y aura une nouvelle religion, un nouveau monothéisme et le début d'un nouvel empire par la cité de Médine, qui est déjà sortie de Médine, qui a déjà fait des expéditions au-delà, dans la région arabique, mais déjà dans la région syrienne et palestinienne. Cette double construction religieuse et politique, une religion et un empire embryonnaire, qu'est-ce que l'on va en faire? Ça va être la question que vont se poser les premiers califes. Que faire de cette double construction du prophète? Comment protéger et développer cette nouvelle religion? Comment développer ce nouvel empire? Et cette double question va être une. La construction de la religion doit se faire, va se faire dans le cadre de l'empire. Et la construction de l'empire va se faire, doit se faire par la religion, par la nouvelle religion. Ça va être la construction des premiers califes, d'Omar, et ça va être repris ensuite, après la fitna, après le meurtre d'Othman et l'arrivée de la dynastie omeyyade, face aux contestations qui sont celles des hérésies, de ce qui sont appelées les hérésies,
l'hérésie chiite, les kharidjites, mais également l'immersion de ce jeune empire dans un monde élargi, nouveau, où les deux monothéismes chrétiens et juifs sont extrêmement présents, mais aussi dans un monde où la philosophie grecque, la falsafa est extrêmement influente. Comment bâtir ce jeune empire? Comment conforter cette nouvelle religion? Ça va être toute la construction du sunnisme. Le sunnisme, la sunna, va être le maître mot de cette double construction religieuse et politique. Et là, vous allez avoir un grand débat qui va occuper les 9e et 10e siècles. Entre, je dirais, 3 courants qui vont se succéder. Le courant mutazilite, le courant hanbalite et le courant qui va finalement l'emporter de l'acharisme et qui va devenir le soubassement théologique et doctrinal de l'islam sunnite actuel. Mais, et là c'est la formule de Malek Shebel que je reprends, l'islam a connu d'abord sa renaissance avant de connaître son Moyen-Âge. L'islam, c'est une belle formule, elle est un petit peu simplifiée. Elle n'est pas juste pour le Moyen-Âge, d'ailleurs, qui n'a pas été simplement un âge de recul, pas du tout. Mais la formule est très illustrative. Il y a eu au 8e et 9e siècle le grand débat doctrinal et théologique sur l'islam. Que doit être l'islam? Quelle alliance entre la raison et la théologie? Quel apport doit faire la philosophie à la réflexion théologique? Quelle est la liberté de l'homme par rapport à la prédestination? Quelle est la relation entre Dieu et l'homme? Et en conséquence, et en corollaire, quelle est la nature du Coran? Créé ou incréé? Toutes ces grandes questions vont d'abord conduire à un islam ouvert. L'islam du murjisme, du qadarisme et du mutazilisme, qui va triompher par les califes abbassides, Haroun al-Rachid, al-Moumin, vont adopter officiellement le mutazilisme comme doctrine officielle de l'Empire. L'Empire va d'abord être donc un empire mutazilite, dans lequel on vient construire les maisons de la sagesse, dans lequel on dialogue avec la philosophie grecque et puis, pour des raisons politiques, eh bien, cela va se retourner. Car cela ne correspond pas aux attentes du peuple. Cela ne correspond pas aux angoisses et aux préoccupations qui sont celles des populations de Bagdad, face aux contestations, face aux fragilités croissantes de cet empire. On va venir assister à un processus de crispation, donc de retour aux sources. Il ne faut pas s'ouvrir à la falsafa et aux autres religions. Il faut d'abord se construire soi-même et se défendre face aux hérésies. Ça va être le fameux débat au moment de la Mina. Vous savez, ce moment où le calife va obliger tous les oulémas à affirmer leur foi dans le Coran créé. Ça va être, dans ce débat de la Mina, la révolte des oulémas et la révolte du peuple contre le calife, qui va aboutir à l'échec du mutazilisme, à l'élimination du mutazilisme de tout le courant de l'islam, et à l'affirmation de la victoire du hanbalisme, parce que Ibn Hanbal, cet ouléma, avait eu le courage de s'opposer au calife, d'affirmer que le Coran était incréé, d'affirmer qu'il fallait retourner aux sources même de l'islam, aux salafs, aux pieux ancêtres, donc d'affirmer le premier fondamentalisme comme élément moteur, élément clé de ce jeune islam sunnite. Il va donc y avoir une conjonction du peuple et des oulémas contre les califes qui va faire que le calife va changer de politique. Et ça va être la victoire du fondamentalisme sur le mutazilisme. Et au bout d'un siècle, 10e siècle, eh bien, ça va être l'affirmation du l'acharisme, c'est-à-dire d'un courant qui prend en compte les fondamentaux orthodoxes
du handballisme, mais en les nuançant, en faisant une doctrine centrale par le principe de l'accommodement. Il faut s'accommoder des réalités. Il ne faut pas en rester aux fondamentaux. Il faut pouvoir interpréter les fondamentaux à la lumière des réalités. C'est cette doctrine centrale qui est aujourd'hui, on va très rapidement, vous voyez, rester, qui est devenue et restée la doctrine centrale de l'islam. Mais dès le Xe siècle, vous avez donc disparition de ce qu'on appelle l'islam moderne, le mutazilisme, apparition d'un islam radical qui va fortement influer l'islam classique conservateur. Eh bien, cette configuration de l'islam sunnite, entre ces trois courants, l'un qui était au pinacle et qui a disparu, l'autre qui a combattu et qui est devenu très actif, le courant fondamentaliste, et le courant central, va demeurer tel quel jusqu'au XVIIIe siècle, ne va plus bouger sous les sultanats seldjoukides et sous le sultanat des Ottomans. Ça ne va plus bouger. Le sunnisme ne va plus bouger jusqu'au XVIIIe siècle. Et au XVIIIe siècle, et je vais en rester là pour ma présentation, eh bien avant qu'apparaisse la pénétration coloniale, avant l'expédition de Bonaparte, avant le retour des puissances européennes dans la région, avant les chocs de la modernité, avant le grand débat de la Narda sur que faire de la modernité, qui vont conduire au débat entre Afghani, Abdou et Rida, avec trois réponses, n'est-ce pas ? L'un par le retour à l'acharisme, Afghani, Abdou le retour au mutazilisme, et Rida par le retour au fondamentalisme de Ibn Hanbal. Avant cela, en plein désert arabique du Hedjaz, 1750, c'est un revivalisme des confréries handbalites qui va conduire à l'apparition d'un courant fondamentaliste nouveau, le wahhabisme. Abd el-Wahhab, théologien, formé par une génération de pères et de grands-pères kadis et oulémas, va être un peu le porte-parole de ce qu'on va appeler la voie mohamédienne, le porte-parole de toute cette résurgence, ce revivalisme dans le désert arabique, 10 siècles après Mohammed, de ce courant qui veut purifier l'islam contre les oulémas, contre l'islam orthodoxe des acharistes. C'est-à-dire que réapparaît au plein XVIIIe siècle le débat, je dirais, courant central, courant radical. Réapparaît au XVIIIe siècle, en plein désert arabique, le débat entre Ibn Hanbal et al-Ash'ari. Et c'est ce grand débat entre le conservatisme et le radicalisme qui me semble être aujourd'hui le malheur de l'islam. C'est qu'il n'y a pas de grand débat aujourd'hui entre un islam moderne, néo-mutazilite, et un islam. Non, le débat, il est entre l'islam conservateur, classique, et l'islam radical, porté par le fondamentalisme, ressuscité en plein désert au XVIIIe siècle, et qui va donner naissance au wahhabisme, et ensuite, on le sait, au salafisme et aux différentes variantes du salafisme, même si aujourd'hui, certaines variantes du salafisme sont anti-wahhabites, évidemment, parce que le monarque wahhabite va apparaître comme déviant par rapport à la pureté islamique à laquelle on doit faire référence. Au fond, le wahhabisme, c'est un calvinisme. C'est une volonté de purification, de retour à l'authentique. Donc, par un retour à l'authentique également dans la lecture des textes, par un littéralisme, mais un littéralisme beaucoup plus frustre que celui de Ibn Hanbal et d'Ibn Taymiyyah. Le littéralisme de Abd el-Wahhab est beaucoup plus fruste que celui de ses prédécesseurs, des théologiens fondamentalistes du Xe siècle et du XIIIe siècle. Mais la fortune de ce wahhabisme, c'est qu'il va rencontrer une petite tribu, les Saouds.
Au fond, Abdel Wahab aurait pu mourir dans son coin, ça aurait été une secte qui aurait disparu en plein désert. Abdel Wahab aurait eu l'action qu'il aurait eu, puis il aurait disparu. Mais il va rencontrer Ibn Saoud. Il va rencontrer un petit chef de tribu qui veut être un grand chef politique. Et là, le génie des Saoud, ça va être de faire alliance avec ce théologien Abdel Wahab, de faire un mariage du sabre et du goupillon pour pouvoir booster son projet politique. Vous le savez, ça va prendre un siècle et demi. Il va y avoir, entre le XVIIIe siècle, le pacte de Nadj, qui est le pacte fondateur du wahhabisme et de la tribu des Saouds, pacte respecté depuis 1750 jusqu'à aujourd'hui. Il va y avoir un siècle et demi d'aller et retour de projets de construction de l'État saoudien, démoli par les Ottomans ou par les Anglais, ressurgi, redémoli et réapparu finalement avec Ibn Saoud au début du XXe siècle. Donc cette grande aventure wahhabite et saoudienne est aujourd'hui, à mes yeux, l'élément marquant de l'islam sunnite contemporain. L'autre élément marquant, évidemment, c'est l'islamisme politique. Il ne faut pas confondre salafisme et islamisme politique. L'islamisme politique, c'est Hassan el-Banna, 1920. C'est la conversion de certains musulmans à cette idée qu'il faut créer un État islamique par l'action politique, donc par la création d'un parti politique, par la conquête du pouvoir politique. Ça, c'est l'influence de Rachid Rida sur Hassan el-Banna, c'est la création des frères musulmans, c'est la doctrine l'islam est la solution. On trouve dans l'islam toutes les solutions aux différents problèmes économiques, sociaux et autres. Cet islamisme politique est fondamentalement distinct du wahhabisme et du salafisme. Il va d'ailleurs ensuite s'opposer dans le conflit entre l'Égypte et l'Arabie saoudite. Mais l'islamisme politique, aujourd'hui, a une trajectoire très intéressante par le fait que les différents mouvements issus des frères musulmans, du PJD marocain au Hamas palestinien, en passant par Ennahda, Tunisie, les frères musulmans syriens ou autres, ont des trajectoires très diversifiées. Vous avez une nationalisation approfondie, diversifiée de l'islamisme politique, conduisant à ce que les uns et les autres naviguent entre une conversion, je dirais, à une sorte de social-démocratie, si on peut dire, d'abandon de la solution d'islam et de la conversion à la démocratie, à ceux qui restent fidèles aux principes des frères musulmans initiaux. Et vous allez avoir au sein des frères musulmans une branche radicale avec Sayoud Copt, le qutbisme, qui va, elle, aller vers le djihadisme. Autrement dit, aujourd'hui, les trois grands courants de l'islam radical, qui sont le salafisme, l'islamisme politique et le djihadisme, ont à la fois des racines historiques communes dans l'islam radical du kharidjisme et du hanbalisme, et aujourd'hui des trajectoires différenciées par rapport à la modernité, par rapport à la démocratie, par rapport à la contrainte du politique. Va-t-il renaître un islam néo-mutazilite? Va-t-il renaître un islam moderne, ouvert, libéral? La question est posée dans mon livre. Je crois que l'islam ne pourra répondre à cette question que de l'extérieur, pas de l'intérieur de lui-même. Je crois que l'islam, d'ailleurs, connaîtra la trajectoire qu'ont connue les deux autres monothéismes. Car le judaïsme et le christianisme, ils ont évolué, ils ont même changé, pas de l'intérieur, mais par les chocs extérieurs. Le catholicisme a changé par la chute de l'Empire romain. Sinon, on aurait eu le constantinisme qui aurait conduit à une unité du politique et du religieux.
Le christianisme a ensuite évolué par le choc du protestantisme, de la réforme, du luthérianisme, qui a conduit au Concile de Trente. Le christianisme a évolué par les chocs du XVIIIe et du XIXe siècle, la Révolution française, la modernité du XIXe, qui ont conduit à passer du Concile de Vatican I au Concile de Vatican II. Donc c'est la sécularisation qui a fait évoluer le christianisme. Le judaïsme, pareil. Le judaïsme, il s'est transformé par deux grands chocs. La chute de Jérusalem, l'expulsion du peuple juif. Sinon, on aurait eu, dans le judaïsme, le même processus que dans l'islam, l'unité du politique et du religieux, du pharisaïsme et des sadducéens. Et le deuxième grand choc du judaïsme, c'était le XVIIIe siècle, la rencontre avec la modernité, la philosophie des Lumières, Moses Mendelssohn, et toute la réforme intérieure du judaïsme avec la production du courant libéral du judaïsme par rapport au courant orthodoxe. L'islam n'a pas connu ces chocs extérieurs, ou il n'a connu des chocs extérieurs que par la pénétration coloniale, où l'agression du choc de la pénétration coloniale ne pouvait pas permettre de prendre en compte la modernité. C'est tout le débat de l'Annada. Aujourd'hui, c'est plus facile, si je puis dire. On l'a vu dans les printemps arabes, on le voit actuellement. Il me semble, j'en reviens à ce que je disais initialement, que la sécularisation, la modernisation, phase beaucoup plus tardive de la trajectoire de l'islam, est désormais présente de façon irréversible. Mais elle en est à ses débuts. Je terminerai par cette phrase. L'islam est aujourd'hui dans son siècle long. Ce siècle long a commencé au XIXe siècle, qui est le siècle de sa transformation, mais qui n'en finit pas de durer. Ce siècle long a traversé le XXe siècle. On est entré dans le XXIe siècle. C'est peut-être au cours du XXIe siècle que l'islam accomplira la trajectoire qui a été accomplie par les deux autres monothéismes. Bien. Quand je vous disais que c'était pas simplement... Quand je vous disais que ce n'était pas simplement une initiation, on vient d'en avoir la démonstration. Je crois qu'on peut tout de suite vous donner la parole en vous laissant le temps de la respiration peut-être. Allez-y, madame. Attendez, il y a un micro qui arrive. Vous terminez en parlant des chocs extérieurs qui ont permis donc aux deux monothéistes juifs et chrétiens de se modifier. Certains de mes amis musulmans m'affirment que l'islam a cessé d'évoluer en raison du choc des croisades. C'est ce qui est enseigné en tout cas, c'est ce qui leur est, me disent-ils, enseigné dans leur pays, en l'occurrence la Syrie. Donc je voulais avoir votre point de vue sur cette chose-là, cette affirmation-là. Comment fait-on répondre à chaque question? Oui. Oui, on prend 2-3 questions. Moi, je voulais vous poser une question naïve, mais qu'est-ce qui vous permet d'affirmer votre dernière phrase? Parce que, je ne sais pas ce que pensent les uns et les autres. Nous, on a l'impression que ce n'est pas gagné, puisqu'on voit partout. D'abord, on a vu les printemps arabes échouer partout, enfin, apparemment en tout cas, même si les jeunesses sont toujours là. Et on a l'impression, au contraire, d'un obscurantisme qui renaît, qui gagne partout. Donc, votre phrase, à mon avis, demande à être explicitée. Alors, dernière question, Monique. Du coup, il y a trop de questions. Un peu dans la même ligne, en ignorant l'aspect financier du succès du wahhabisme et le pétrole qui en est le carburant. Qu'est-ce qui explique quand même qu'en l'espace de 40 ans, le wahhabisme ait triomphé partout dans le monde musulman, en Afrique du Nord, en Afrique noire par exemple, ou en Inde? Alors Je propose qu'on prenne déjà 3 questions, Jacques, et puis on reviendra vers vous évidemment.
Alors, l'islam immobile, l'islam changeant, bon, et l'islam wahhabite. L'immobilisation de l'islam, tous les historiens le disent, c'est autour du 10e, 11e siècle. Ce qu'on appelle c'est la fameuse formule, la clôture de l'ijtihad. Alors là, au sens étroit, la clôture de l'ijtihad, c'est le fait qu'il y ait désormais les 4 grandes écoles théologiques, les 4 grandes écoles de droit, pas l'école hanéfite, l'école malékite, l'école chafite et l'école hanbalite. Elles se sont créées, elles se sont développées, elles existent, elles fonctionnent. Eh bien, désormais, il n'est plus besoin de débattre doctrinalement. Il faut travailler dans le cadre de chacun choisit son école et chacun travaille dans son couloir, si je puis dire. Bon. Donc, c'est la clôture de l'ijtihad au sens plus large, au sens historique. C'est à cette époque-là que, effectivement, l'islam sunnite s'installe dans sa doctrine, dans son corpus, si vous voulez, et va fonctionner au sein de son corpus sans plus s'interroger sur des grands débats théologiques, philosophiques, culturels ou politiques. Et d'ailleurs, la grandeur qui va être celle, la grandeur croissante qui va être celle de l'Empire ottoman, va rassurer, va conforter, si vous voulez, cette croyance que, eh bien, ma foi, l'Empire bâti sur ce couple religion-politique est devenu, dans le monde connu, l'un des acteurs les plus puissants. Donc il n'y a aucune raison de s'interroger. Il n'y a aucune raison de s'interroger. La seule puissance qui fait face, c'est l'Empire des Habsbourg. Enfin bref. Donc, on ne va plus s'interroger jusqu'au choc qui va arriver au XIXe siècle avec le retour des Européens sur la terre islamique. Donc ça, voilà, c'est l'immobilité, si vous voulez, elle est dans cette analyse de l'histoire. Ma dernière phrase, écoutez, ça c'est un petit peu... alors il faut remonter à l'origine de ce livre. Ce livre vient, comment dire, si je puis dire, compléter, enfin c'est une trilogie avec 2 livres que j'ai écrits précédemment. L'un, il y a 4 ans, Il était une fois la Méditerranée, aux éditions du CNRS. Je m'excuse de faire de la pub. Bon, Il était une fois la Méditerranée, aux éditions du CNRS Éditions. Et un livre sur les printemps arabes et le religieux, qui est paru il y a 2 ans, publié au Collège des Bernardins. Bon. Au fond, cette trilogie correspond à l'histoire de 10 années que je viens de vivre, d'un travail et d'une rencontre, d'un travail sur place, d'un travail de terrain que j'ai mené et dans ma vie diplomatique, on en parlait avec Jean-Paul et Giovanna, et ensuite au Collège des Bernardins. Depuis 10 ans, j'ai travaillé dans le cadre de mes responsabilités diplomatiques. J'étais ambassadeur de l'Union pour la Méditerranée. Et puis au Collège des Bernardins, où j'ai créé le département sur l'islam et la Méditerranée, j'ai travaillé sur le terrain du Yémen au Maroc, de l'Irak à l'Algérie, avec les acteurs, non pas politiques, les acteurs religieux, culturels, universitaires, associatifs. Un travail de terrain qui ont conduit à la création des ateliers culturels méditerranéens, enfin, tout ce qu'on appelle la dimension culturelle du dialogue méditerranéen. Et là, j'ai perçu, donc ça remonte avant les printemps arabes, ça remonte à 2004-2005, j'ai perçu, ça c'était mon intuition, mais enfin forte, cette formidable lame de fond de la sécularisation du monde arabo-islamique au niveau des nouvelles générations, accompagnant un processus de crispation traduit dans l'islam radical. Et cette contradiction, j'allais dire, dialectique, hegélienne, historique, entre la sécularisation des sociétés et la radicalisation de certains milieux est, pour moi, la réalité actuelle de ce monde arabo-islamique. Vous avez à la fois sécularisation
et radicalisation. Vous avez deux processus qui s'entrechoquent. Pour un radical que vous rencontrez, vous avez trois jeunes modernistes, si vous voulez. Je parle du Maroc comme je parle du Yémen. Je parle de l'Algérie comme je parle de l'Arabie saoudite. Il y a 10 ans, à peu près 10 ans, quand j'ai commencé à travailler en Arabie saoudite avec les associations féminines saoudiennes qui commençaient à exister, à Jeddah, où la chambre de commerce de Jeddah était animée par une femme. Bon, où les premiers combats pour la conduite automobile individuelle par la femme sans l'autorisation de l'oncle du mari avaient lieu. Voilà. Toutes ces réalités-là, si vous voulez. Alors, le Maroc, évidemment, c'est une autre étape. L'Algérie ou la Tunisie, c'est encore une autre étape. La Turquie, c'est encore... Bon, on pourrait en reparler. Mais l'Iran, ce qu'on appelle, par exemple, le féminisme islamique, c'est tout un sujet sur le féminisme islamique. La naissance d'un féminisme profondément ancré. Il y a eu d'ailleurs des conférences qui ont été faites ici par des jeunes femmes iraniennes au nom de leur religion. L'égalité, le droit à l'emploi, etc. Au nom du religieux. Au nom du religieux. Donc toutes ces réalités-là qui sont complexes, elles sont contradictoires, je dirais, au sens hegelien, c'est-à-dire qu'elles vivent ensemble et elles s'entrechoquent ensemble. Il me semble que c'est la réalité actuelle. Alors nous, on en voit certaines réalités réductrices par le prisme de ce que l'on vit en France. Parce qu'en France, l'islam français est foncièrement un islam conservateur. L'islam français, c'est l'islam des musulmans français. L'islam des musulmans français, c'est l'islam des musulmans marocains, algériens, turcs et tunisiens, essentiellement. C'est un islam acharite, malékite pour les Turcs, malékite pour les Maghrébins et hanéfite pour les Turcs. C'est un islam contrôlé par l'État marocain, par la grande mosquée de Paris algérianisée ou par le ministère des cultes turc. Donc vous ne pouvez pas avoir dans l'islam français, si vous voulez, un développement d'un courant moderniste puissant, profond. Vous avez des individualités, mais qui sont purement des individualités. Donc on ne voit pas chez nous, au quotidien, si vous voulez, ce que peut être un islam moderne. Je peux vous dire que paradoxalement, cet islam modernisé, vous le voyez beaucoup plus au Maroc, ou au Yémen, ou en Iran, et naturellement, au-delà du drame, en Syrie. Le printemps arabe a commencé, on le sait très bien, à Deraa, par des jeunes qui ont tagué les murs. Il a été relayé par des acteurs venant des frères musulmans syriens qui ont commencé à lutter pour la démocratie. Dans le Conseil national syrien, vous avez des acteurs représentant les frères musulmans, dont certains étaient très ouverts. Donc cette complexité, vous l'avez actuellement. L'évolution, par exemple, du PJD marocain est extrêmement intéressante. L'évolution d'Ennahda tunisienne, elle est en cours, si vous voulez. Il y a des débats internes. De même, de grands débats internes au sein des frères musulmans égyptiens, si vous voulez, dans beaucoup de difficultés. Enfin bref, voilà pourquoi je ne dis pas que je suis optimiste, mais j'essaie d'observer toute la réalité actuelle. L'islam saoudien, oui, mais ce que je tiens à dire et à redire, c'est que le wahhabisme aurait été un succès même sans le pétrole. Il a été un succès avant le pétrole. Lorsque Rachid Rida, en 1920, subit le choc de l'abandon du califat par Mustafa Kemal. L'abandon du califat, la renonciation au califat est un traumatisme dans le monde arabe. Et Rachid Rida voit naître l'Arabie saoudite d'Ibn Saoud, 1920. Enfin, on peut retrouver l'espoir d'un nouvel État arabe, d'un nouveau califat arabe par l'Arabie saoudite. Et ça va être les derniers écrits de Rachid Rida. Et le
la monarchie saoudienne de l'époque va apparaître dans le monde arabe comme un pôle. D'abord, c'est le premier État arabe indépendant. Et ensuite, au nom du religieux, il a parfait son indépendance. Il a légitimé son identité. Le pétrole viendra relier, c'est-à-dire que la Ligue islamique, toutes les organisations qui vont se créer ensuite grâce à l'argent du pétrole et vont permettre la mondialisation du wahhabisme. Mais l'arabisation du wahhabisme, elle se serait faite sans cela. Et aujourd'hui, la séduction du wahhabisme, j'en parlais encore avec des amis, avec Chérif Ferjani et mes amis marocains, le développement actuel du salafisme au Sénégal, au Mali, au Maroc, dans les jeunes générations, il ne doit rien au pétrole. Il doit à cette contestation radicale de nouvelles générations face à l'islam institutionnel, contrôlé, étatisé de la monarchie ou des dirigeants politiques. Si vous voulez, on retrouve, traduit sur le plan religieux, un conflit politique entre des générations face à un islam d'État. Eh bien, on retrouve dans le salafisme, certains dans le djihadisme, mais beaucoup dans le salafisme, l'élément religieux d'une contestation politique. Et là, on n'a pas besoin du pétrole. Merci pour ces informations. Je voudrais avoir votre analyse sur la sécularité en Turquie. C'est la sécularité en Turquie. Une sécularité qui a commencé assez tôt, visiblement au début du XXe siècle. Comment se fait-il qu'elle n'a pas réussi à mettre en place le choc extérieur nécessaire pour l'évolution de l'islam? Encore une autre question, monsieur, je vous en prie. Oui, d'abord, merci pour votre exposé vraiment dense, concis et diaphane. Je tiens à le souligner, c'est très rare. Ma question concerne l'instrumentalisation de l'islam par les pouvoirs politiques et en particulier dans l'introduction, le renforcement d'une vision conservatrice de l'islam dans les écoles. Et ce projet a été mené en Afrique du Nord, aussi bien par le pouvoir au-dessus que par les partis politiques. Et je ne sais pas pourquoi, peut-être pourquoi je pose cette question, parce que les enfants de ces partis politiques ou du pouvoir ont été mis dans les écoles de la mission culturelle française pour leur épargner cet endoctrinement d'un autre âge. Ce qui fait que, et vous avez parlé tout à l'heure du printemps arabe, et pour ma part, le printemps arabe a échoué à cause de suffrage universel, parce que la masse qui a été formatée dans ces écoles, quelle qu'elle soit en Algérie, en Égypte, cette masse a été formatée à l'école, qui a été le creuset de l'intégrisme par le pouvoir politique. C'est-à-dire le pouvoir politique, en quelque sorte, créé un monstre exactement comme le docteur Frankenstein qui n'arrive plus à dominer. Et ce monstre a éliminé ces mouvements qui portaient le souffle de l'espérance, qui est ce mouvement de révolte de 2011. Une autre question bien... Déjà, ça fait deux belles questions. Voilà, on en parlait tout à l'heure avec Jean-Paul, effectivement. Il n'y a jamais eu de laïcité en Turquie. Pourquoi peut-on dire cela? Parce que la laïcité turque, le terme même étant repris dans la Constitution, dans l'affirmation, dans le discours public kémaliste, traduit d'ailleurs dans certaines réalités, l'interdiction du port des signes religieux, du voile, l'obligation de porter le vêtement européen, et puis l'égalité, homme-femme. Donc il y a eu des comment dire,
des traductions d'une sécularisation et d'une certaine laïcisation par Mustapha Kemal dans la société, de façon autoritaire. Bon. Ce qui est déjà tout différent d'une laïcité reposant sur une sécularisation portée par la société. En ce sens, déjà, laïcité turque et laïcité, je dirais, européenne, occidentale, se distinguent fondamentalement. La laïcité française est une laïcité qui est la loi de 1905, l'aboutissement d'un processus historique de 2 siècles, 18e, 19e siècle. Au bout de la sécularisation, il y a la laïcité, la séparation institutionnelle du religieux du politique, et à l'école et dans les institutions. Alors que Mustapha Kemal impose une laïcité d'autorité, par la force, à une société profondément religieuse. Ce qui est l'envers d'un processus normal de laïcité. Deuxièmement, cette laïcité est profondément biaisée. Pourquoi ? Parce que derrière cette affirmation d'une laïcité qui va effectivement, par certains côtés, transformer certains pans, certaines couches de la société. Une société ne se transforme pas d'autorité, par décret, en quelques années. Il y a le contrôle du religieux. Il se crée un ministère du contrôle du religieux, le Diyanet, D-Y-A-N-E-T. Qu'est-ce que c'est que ce Diyanet ? C'est un ministère qui a toujours existé, depuis Mustapha Kemal jusqu'à aujourd'hui. C'est le fil conducteur de la Turquie depuis Mustapha Kemal, à travers les... Pourquoi ? La Turquie est musulmane. La Turquie pratique un islam hanéfite, le hanéfisme. Très bien. Eh bien, cet islam hanéfite doit demeurer l'islam orthodoxe. Et tout ce qui n'est pas l'islam hanéfite doit être contrôlé, toléré, voire réprimé. Et c'est comme ça que seront réprimés, selon les époques, depuis Mustapha Kemal, les Alévis, cette minorité chiite de Turquie centrale, toutes les minorités d'ailleurs d'obédience chiite, et aussi certaines minorités chrétiennes, qui seront soit tolérées, soit réprimées. Ça, c'est tout le contraire de la laïcité. La laïcité, c'est la neutralité par rapport aux religieux. L'article 1 de la loi de 1905, c'est l'État garantit le plein exercice de la liberté de religion et son application. Article 1. Avant l'article 2 sur la séparation. Pour pouvoir garantir le plein exercice de la liberté, il faut séparer. C'est ça la problématique de la laïcité. La Turquie fait tout l'inverse. Pour pouvoir permettre au courant musulman central qui fait l'histoire de la Turquie, on va créer un ministère qui va gérer le religieux. Et cette gestion du religieux, vous le savez très bien, il y a eu suffisamment de conférences sur la Turquie ici, les prêches des imams en Turquie sont rédigés au Diyanet, par le Diyanet, et envoyés aux différentes mosquées. Et si vous ne respectez pas le prêche qui est envoyé par le Diyanet, vous risquez des ennuis. Qu'est-ce que c'est que cette laïcité ? Donc, il n'y a jamais eu de laïcité au sens plein du terme. Il y a eu une laïcité affirmée. Il y a eu une certaine laïcisation de la société, d'autorité, mais la véritable laïcité n'a jamais été présente. C'est une laïcité biaisée. C'est d'ailleurs ce que viennent aujourd'hui développer tous les intellectuels turcs. Ils viennent dire, au fond, ce que pratique aujourd'hui Erdogan, c'est dans la continuité de ce qui se passe depuis le début. Alors, à sa façon.
mais c'est la continuité de ce qui se passe depuis le début, c'est-à-dire de la manipulation du religieux ou des idéologies au nom du politique. Voilà pour la Turquie. Quand tu dis qu'il y a un processus normal d'émergence de la laïcité, quelque part, au fond, tu considères que l'étalon, en quelque sorte, c'est la France. Mais en même temps, est-ce que c'est pas un questionnement plus large qu'on peut avoir dans les rapports entre le politique et le religieux, et qu'au fond, la situation de la laïcité en France est très spécifique. Finalement, on la trouve nulle part ailleurs en ces termes-là. Donc, il n'y a pas une autre problématique plutôt que dire... Enfin, je comprends, c'est très éclairant ce que tu viens de dire sur la Turquie, mais est-ce que pour autant on peut dire que c'est une laïcité biaisée? C'est biaisé par rapport à notre conception de la laïcité, mais finalement, c'est un autre type de rapport au religieux pour les raisons que tu viens de donner. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ce n'est pas une manière de dire que la seule laïcité étalon, en quelque sorte, serait la nôtre? Alors qu'en fait, le problème est beaucoup plus global, non? C'est une question. Hein, Tu as raison. Le terme même, le concept de laïcité, on le sait, n'existe pas tel quel dans la langue arabe, le Al-Muawwan, n'est-ce pas? On ne retrouve... D'ailleurs, il n'existe pas non plus dans la langue, pour les anglo-saxons. Le sécularisme, c'est pas la laïcité, c'est vraiment de chez nous, si je peux dire. Hein, bon, c'est vraiment de chez nous. Mais en même temps, ça c'est mon sentiment, c'est mon analyse. Je pense que ce concept de laïcité a une dimension universelle. Il a une double dimension. Il a une dimension historique française, mais il a une dimension universelle. Laïcité vient de laïque. Et laïque est un terme qui vient du droit romain, d'origine du droit romain. Et donc, il y a cette grande tradition dans le droit public romain de la distinction du politique et du religieux, qui fonde le droit romain, par opposition au droit islamique, précisément. Oui, les deux grandes conceptions du droit qui s'opposent, c'est la conception du droit romain et du droit religieux, islamique ou autre. Et ce terme de laïcique se retrouve là. Donc, il y a, dans la loi de 1905, cette double dimension, cette dimension purement française, mais cette dimension universelle de la distinction, pas la séparation. Pas forcément la séparation, mais la distinction du politique et du religieux, de la non-confusion du politique et du religieux. Et ça, c'est universel. Et cette distinction a son corollaire dans le respect du religieux qui existe dans une société, la tolérance religieuse, la liberté religieuse. C'est un mode d'articulation. Voilà, c'est un mode d'articulation. Bon. Et cette dimension de la liberté religieuse, à mon sens, elle est universelle. D'ailleurs, elle se retrouve à l'origine de tous les grands débats doctrinaux sur le sunnisme. Lorsque le sunnisme se construit, il se construit dans ce débat entre mutazilites et handbalites, les uns disant, ben voilà, Dieu est transcendant, mais il est tellement transcendant qu'il y a la liberté humaine existe. Et cette liberté humaine nous conduit à dire qu'il n'y a pas forcément opposition entre le croyant et l'incroyant, il y a l'état intermédiaire du pécheur. Donc on peut être chiite tout en étant à peu près égal. Et le handbalite dira non, il n'en est pas question. Autrement dit, le principe de la liberté religieuse est déjà amorcé dans les débats initiaux du sunnisme. Et ça, c'est la dimension universelle. Et cette dimension universelle, vous ne la retrouvez absolument pas dans la laïcité turque. Je veux dire, un régime comme qui était celui de la dimitude, enfin, où la tolérance était beaucoup... Le sultan ottoman était beaucoup plus large, tu vois, par le respect du pluralisme religieux que dans la laïcité turque, à mon sens, qui était plus répressive. Un respect dans la dimitude qui impliquait quand même un système de contrainte et de suggestion. Bien sûr. Mais on était à l'époque. Aujourd'hui, il me semble qu'on doit réactualiser ce principe du pluralisme religieux à appliquer à chaque société. Et là,
sans parler de laïcité, parlons de liberté religieuse. C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme, le principe de la liberté de croyance et de conviction religieuse dans les différents cadres constitutionnels. On peut avoir la liberté religieuse sans avoir la laïcité à la française. Encore un mot, mais je veux pas. Mais la laïcité à la française, parfois, ça devient une idéologie. Notre laïcité. Je veux dire, certains acteurs vont dire des choses au nom d'une laïcité qui n'a plus rien à voir avec la loi de 1905 et qui ressemble un peu à notre ami Moustapha Kemal, je veux dire, pour faire des raccourcis un peu rapides. Non ? Tout à fait d'accord avec toi. Il y a aujourd'hui tout un courant laïciste qui est tout à fait étranger à la philosophie de la loi de 1905. Voilà. Et de ce courant laïciste, vous le retrouvez chez Moustapha Kemal, effectivement, mais tu ne le retrouves pas dans la philosophie du pluralisme, de la liberté religieuse et de la neutralité qui est celle de la loi de 1905 et qui, à mon avis, est universalisable. Alors que l'approche française de la laïcité n'est pas universalisable. Voilà. La laïcité française n'est pas la loi de 1905, autrement dit. C'est un dérivé de la loi de 1905. Il y avait une autre question sur l'instrumentalisation. Oui, alors le rôle de l'école. Par l'école. Voilà. Le renforcement de l'enseignement religieux par le pouvoir politique dans les pays aussi bien d'Afrique du Nord que l'Égypte, naturellement la Jordanie et compagnie. Et le retour du bâton que l'on retrouve à l'occasion des révoltes de 2011, le suffrage universel qui rend minoritaire ces gens qui sont porteurs de cette révolte, de l'espérance, et c'est ces gens formatés dans ces écoles qui ramassent la mise au moment des élections et qui veulent réintroduire la charia telle qu'elle a été enseignée dans ces écoles. Alors, il y a plusieurs dimensions dans votre réflexion. Il y a le rapport à l'école, à la formation, et puis il y a l'observation sur le destin des printemps arabes, où vous dites, je m'excuse de vous caricaturer, c'est la faute de la démocratie, on n'aurait pas dû pratiquer le suffrage universel. Non, mais je vais y revenir. Non, mais je vais y revenir. L'école. Le PG10, c'est le fruit, les membres du PG10, c'est le fruit de l'école de 1970 jusqu'à 90, avec la suppression de la philosophie, de la sociologie, etc. Voilà, c'est... Juste un petit témoignage. J'ai vécu cela en Tunisie, dans l'enseignement public tunisien, où j'ai commencé dans un enseignement public, où bien sûr il y avait les 3 heures de cours d'instruction civique et religieuse, mais tant qu'il n'y a pas eu l'arabisation et l'invasion du corps enseignant par des gens formés en Égypte et formés en Syrie, tunisiens, qui ont débarqué grâce à l'arabisation. Et alors là, ça a été, en l'espace de quelques années, moi qui étais professeur de français, je voyais dans les rédactions de mes élèves tous les thèmes du wahhabisme qui débarquaient dans les rédactions. Et si, c'était le pétrole à l'époque. Si, parce qu'il y avait beaucoup d'argent pour soutenir ça. Et vraiment, toute cette génération, à partir de 1975-80, encouragée par le régime soi-disant laïque de Bourguiba, puis soi-disant laïque de Ben Ali, a été formée, mais de manière à leur mettre des œillères, à leur rétrécir l'esprit, à en faire des gens qui étaient inimaginables 15 ans avant dans le même pays. C'est vraiment, il faut voir quel jeu scandaleux ont joué Bourguiba et Ben Ali en Tunisie, en faisant de l'islam la loi de l'école et aussi de tout le système judiciaire. Non, vraiment, il faut bien voir que là, il y a eu un jeu extrêmement dangereux et que la situation aujourd'hui en résulte. Oui, là, on part sur des... Alors, ce constat, je crois qu'on l'a tous fait.
ce constat de l'échec tragique des nationalismes arabes, qui étaient laïques à l'origine. À l'origine, ils étaient laïques. Enfin, plus ou moins laïques. Bon, plus ou moins laïques, parce qu'effectivement, ils n'étaient pas totalement laïques. Même le nationalisme du Baas, de Michel Aflaq, chrétien, n'était pas laïque. Quand on relit les discours, les écrits, voilà, l'action de ces grands idéologues du nationalisme arabe, qui affirmaient effectivement la volonté de créer un nationalisme arabe à l'identique du nationalisme européen, tous, plus ou moins, réintroduisent la dimension religieuse, font de l'islam l'un des éléments de l'identité arabe. Et on ne peut pas faire autrement. Bon, malgré tout, il était quand même assez laïque, ce nationalisme arabe. Celui de Nasser, celui des grands dirigeants qui ont construit les pays arabes à leur indépendance. Mais l'un des échecs, et là, je veux dire, tous les travaux qui ont été faits depuis 20 ans le montrent, l'un des grands échecs du nationalisme arabe laïque, ça a été de ne pas construire un État de droit laïque, précisément, de ne pas avoir accompli les objectifs qui étaient affichés. Au contraire de construire des dictatures autoritaires, des régimes de prébande, ça veut dire dans la continuité des régimes chaldouniens précédents, et sentant monter la contestation portée par les partis islamistes, les frères musulmans chez les uns, parce que la contestation, malheureusement, n'est pas passée par des partis libéraux qui n'existaient pas. Il n'y avait pas de courants libéraux. Parfois parce qu'il n'y avait pas de bourgeoisie, d'autre part parce que ces partis bourgeois avaient été éliminés, le WAF, etc. Bon. Donc il y avait soit, pour reprendre l'image de Keppel, le pharaon, soit le barbu. Et c'est le barbu qui portait la contestation. Donc pour contrer les barbus, ce sont les dirigeants laïcs, nationalistes, qui ont introduit l'islamisme dans les écoles, dans les systèmes de droit et autres. On le sait bien que l'islamisation de l'Algérie, de la Tunisie et d'autres pays, elle n'a pas été tellement le fait des barbus, elle était le fait des pharaons qui, pour contrer les barbus, ont introduit de l'islamisation à l'école et ailleurs. Et que cette islamisation leur est retombée sur le nez 20 ans plus tard. Et elle nous retombe sur le nez aujourd'hui. Très bien, ça c'est une réalité forte, mais historique, qui a sa trajectoire. Ça n'empêche pas que la sécularisation reste à l'œuvre. Je ne dis pas ça par optimisme forcené, je dis qu'il y a aujourd'hui, me semble-t-il de ce que je vois, si vous voulez, ce courant islamique massif, très présent dans les jeunes générations, et auxquels ont été formés les hommes, les femmes de la quarantaine et de la cinquantaine. Vous avez une sécularisation, c'est-à-dire une modification des pratiques religieuses. Vous avez tout ce qui s'est retrouvé à l'origine des printemps arabes, un désir d'état de droit, un désir, une volonté d'état de droit. Le dégagisme, avant Mélenchon, il était quand même celui des printemps arabes. Hein. La dignité, le concept de dignité qui était présent partout, activé par les réseaux sociaux. Alors, vous me dites, c'est minoritaire. Mais prenez l'histoire des révolutions, à commencer par la nôtre. Toute révolution commence par une minorité active. Puis ensuite, ça suit son cours. De façon dialectique, ça va et ça vient. Après 89, il y a la terreur. Après terreur, il y a Thermidor. Après Thermidor, il y a Bonaparte. Ben, nous sommes dans la phase des Bonaparte. Hein. Nous sommes dans la phase des Bonaparte dans le monde arabe. Mais après Bonaparte, voilà, on a mis un siècle et demi, nous, hein, pour arriver à une démocratie pleine et entière. Voilà, donc on est est-on au creux de la vague, on est dans la vague en tous les cas. On est dans la vague, avec toute sa complexité. Mais ce que dit Monique,
l'islamisation a d'abord été le fait de ces dirigeants issus du nationalisme arabe laïque. Moi, je voulais intervenir aussi en disant que bon, si le rôle de l'école a été peut-être important, on a laissé aussi dans les mosquées des prêches incendiaires, notamment par exemple en Algérie, hein, et pas qu'en Algérie, je pense. Il y a aussi beaucoup d'imams qui sont arrivés de tous ces pays du Moyen-Orient et qui ont, endoctriné la population dans les mosquées. Et ça a beaucoup influencé la jeunesse du pays. Je dirais même presque plus que l'école, parce qu'on a connu quand même des enfants qui étaient passés par l'école de tous ces pays et qui n'en sont pas sortis islamistes pour autant. Par contre, quand ils allaient à l'école de la mosquée, ça c'était autre chose. Voilà. Donc il faut souligner, moi je pense plutôt l'influence des mosquées que l'école. Bon, l'école, parce que quand même, il y a des scientifiques qui sont sortis de là sans être salafistes. Cela étant, je me permets une réflexion qui nous ramène chez nous. La salafisation d'une certaine partie de nos jeunes générations immigrées, elle demande à être étudiée de près. Est-ce que c'est passé par l'école? Non. Pas passé par l'école, par définir. Est-ce que c'est passé par les mosquées? Pas tellement. Ces gens n'y vont pas. Alors, un tout petit peu, mais les études... Voilà. Donc, il y a cette salafisation, si vous voulez, cette radicalisation, je crois, est plus profonde que celle des vecteurs classiques qui sont ceux de la transmission du religieux par l'école ou par la famille ou par la mosquée. Elle correspond, me semble-t-il, à un courant contestataire profond dans le monde de l'islam qui a ressurgi face à cette triple agression qui est perçue comme une agression, l'agression coloniale ou néocoloniale, l'agression, je dirais, de la postmodernité, de notre monde individualiste postmoderne, et évidemment, le troisième élément, c'est la résurgence d'un État islamique. Si demain Daesh peut disparaître, Mossoul peut être reconquis, mais tout ce courant, si vous voulez, d'une nostalgie d'un fondamentalisme ne disparaîtra pas. Donc tous ces facteurs sont là, profondément présents, et je crois qu'on aura à y répondre. Il y avait une question. Ce n'est pas une question, mais ça concerne l'Algérie. Et moi, ce que je vais dire, ce n'est pas quelque chose qui va... J'ai pas envie de conclure à partir de ce que je vais dire. Mais jusqu'en 1962, en Algérie, il serait intéressant de savoir... D'ailleurs, il y a des livres qui sont écrits, il y a des gens qui font des travaux sur tout ça. Combien y avait-il d'écoles? Combien d'enfants apprenaient? Quand on dit l'arabe, c'est quand même l'arabe littéraire. Combien d'enfants apprenaient l'arabe littéraire? En 1962, quand il y a eu l'indépendance, l'Algérie a souhaité envoyer à l'école tout le monde. Moi, je sais que du côté de chez nous, tous les enfants ont été envoyés à l'école. Mais ils se sont retrouvés devant ce problème. Il n'y avait pas d'enseignants, ni en français, ni en arabe. Et comment ça s'est passé? Je n'étais pas avec eux quand ils ont discuté. Ils se sont tournés vers le Moyen-Orient. Et en fin de compte, le Moyen-Orient n'a pas envoyé des enseignants. Elle a envoyé des gens qui connaissaient un peu d'arabe. Et en général, ils le connaissaient l'arabe par le biais du Coran. Ils avaient été dans des écoles coraniques. Donc, ils sont arrivés en Algérie parce qu'il y a eu des débats avec eux. Il y en a qui ont dit, écoutez, excusez-nous, nous, on n'est pas enseignants. Il y en a même, c'est pour ça que tout le monde en parle. Et moi, j'étais cordonnier, mais je connais très bien le Coran, donc je suis venu pour aider les Algériens. C'est-à-dire, moi, je ne vais pas dire que c'est un problème. C'est parce qu'ils enseignaient le Coran. Je dis que quand on envoie des enfants à l'école, quand on veut les former, quand on a quelque chose à leur apprendre, il s'agit de leur apprendre des choses, les faire réfléchir, leur apprendre à critiquer, à ouvrir les yeux sur le monde, à s'exprimer, à connaître le vocabulaire, etc. Tout ça a manqué aux enfants. Et ça donnait une école peut-être déficiente. Mais peu importe dans quelle langue, ils se sont retrouvés démunis un peu. Beaucoup d'enfants, alors certains qui appartenaient à certaines familles, ont eu des formations.
ont été formés, mais souvent aussi, les gens se sont retrouvés hors d'Algérie, malheureusement, je veux dire. Mais ça prend du temps, je crois, de structurer un pays, parce que les Algériens étaient hors toute structure de l'État algérien avant 1962. Ils se sont retrouvés... Je crois que votre témoignage est intéressant. Il complète celui de Monique sur la Tunisie. Voilà, bon. Et en Tunisie, il y a quand même eu, Monique, je ne sais pas si tu l'as vécu, la tentative de réforme du système éducatif par Charfi. Mais oui. Mais c'était. On appelle le tarisseur des sources. Voilà, le tarisseur des sources. C'est extrêmement intéressant de voir. C'est l'islamiste qui était comme ça. Oui, de voir qu'aujourd'hui, on réévalue l'expérience Charfi et qu'on s'interroge un petit peu sur ce qu'elle a été, sur son échec, son avortement presque, hein, et la nécessité de retrouver un débat sur la réforme éducative en Tunisie notamment. Mais sans retour à la... Puisque je crois que l'intitulé de l'entretien était Initiation à l'islam, deuxième religion de France. C'est pas cela? Bon. Alors, je crois que c'est Aude qui avait... Et je trouve que il faut revenir chez nous. Dire comment... Parce que tout ce qu'on vient de dire là sur l'école, sur le salafisme, sur le... Bon. Comment se fait-il que la réforme de l'islam n'ait pas pu se faire jusqu'ici par l'islam européen? Je pose la question parce qu'il y a une vingtaine d'années, Olivier Roy, qu'on connaît bien, avait écrit un petit livre dans lequel il disait, voilà, la réforme de l'islam viendra de l'islam d'Europe. Parce que l'islam d'Europe est confronté il vit la modernité. Il est obligé de confronter la charia à la modernité. Et donc, il produira les éléments théologiques, doctrinaux, juridiques, culturels d'un islam adapté à la modernité qui pourra alors, à ce moment-là, diffuser, s'exporter par l'immigration au sud de la Méditerranée. Or, ça ne s'est pas passé comme ça. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, l'islam européen soit un islam moderne. Mais à qui la faute? Alors, elle est partagée, à mon sens, la faute. Une partie de la faute, je dis ça parce que je travaille un petit peu maintenant avec Jean-Pierre Chevènement sur le projet de fondation sur l'islam. Il est clair que le fait qu'on ait délégué pendant des années la gestion de l'islam français à l'Algérie, au Maroc et à la Turquie, une véritable délégation. Comment voulez-vous à la fois déléguer la gestion d'islam à 3 pays étrangers et développer un islam de France, ou un islam qui gère actuellement jusqu'ici l'islam de France, au travers le CFCM, c'est toute l'organisation autour de la Grande Mosquée de Paris, tout le réseau autour de la Grande Mosquée de Paris, algérien, tout le réseau consulaire marocain qui gère à peu près 40% des imams en France, avec l'autorité du ministère des Habous marocain, et puis le ministère turc des Dianettes qui gère les imams turcs. Je veux dire, nous avons un islam géré pratiquement, vous voyez, par... voilà. Alors, c'est un peu plus complexe que ça, mais tout le projet actuel qu'a lancé Cazeneuve et le projet des 2 fondations, c'est de retirer progressivement l'islam de la gestion vis-à-vis de ces 3 pays et de fabriquer les institutions qui permettraient à l'islam en France de devenir un islam de France. On peut prendre encore une question? Une dernière question? Une dernière question, madame. Et puis après, tu conclus dans la foulée. Si tu veux bien. Je ne sais pas, mais disant cela, vous ne tenez pas compte de tout ce qui passe par les réseaux sociaux et les revendications individuelles qui se font anarchiquement, mais
qui existe bien. Alors comment vous l'intégrez dans le schéma que vous donnez? Vous avez parfaitement raison de poser cette question. Paradoxalement, le développement de réseaux sociaux islamistes, mais aussi de réseaux sociaux islamiques. Ils ne sont pas tous islamistes, les réseaux sociaux. Vous avez, vous avez une centaine de sites Internet, si vous voulez, référents à l'islam. Hein. Dans cette centaine de sites Internet référents à l'islam, vous en avez une trentaine qui sont islamistes, mais vous avez 78 qui sont musulmans, islamiques, bon, avec lesquels certains d'entre eux je travaille, ou moi.com et d'autres, par exemple. Paradoxalement, c'est le signe le plus éclatant de la modernisation et de la sécularisation. Parce que qu'est-ce que c'est que cet islam des réseaux sociaux C'est l'islam individualisé, ce que Olivier Roy a appelé l'islam et déculturé et désinstitutionnalisé. C'est tout à fait à l'envers de l'islam des mosquées. C'est un islam individuel que vous fabriquez en zappant. Il y a 20 ans, vous regardiez à la télévision Kardawi sur les chaînes du Qatar. Là. Aujourd'hui, vous allez sur votre réseau social pour discuter, pour chatter, et au lieu d'aller à la mosquée. Cette individualisation du religieux dans l'islam est exactement identique à l'individualisation du religieux dans le christianisme, dans le judaïsme moins, mais dans le christianisme. Cette fabrication d'un religieux individuel qui conduit par exemple beaucoup de chrétiens à faire un peu de bouddhisme, à s'intéresser au protestantisme, à rester catholique. Bon, si vous voulez, cette fabrication d'un religieux individuel, aujourd'hui, est un signe éclatant de cette transformation du religieux dans une postmodernité. Eh bien, l'islam est en train de s'engager là-dedans plus rapidement encore que les autres. Encore faut-il, savoir si l'on peut, ce que vont pouvoir apporter ces réseaux. Là, on travaille là-dessus au Collège des Bernardins actuellement, si vous voulez, avec l'École des hautes études de sciences sociales. On travaille sur tout ce champ-là. Vous avez de tout dans ces réseaux sociaux. Vous avez à la fois de l'hyper-religieux à l'américaine, des télé-évangélistes musulmans, comme vous avez effectivement de la propagande djihadiste. Et c'est le problème de la gestion de ce religieux individualisé qui est en question. Mais sociologiquement, c'est un signe manifeste de l'entrée du religieux de l'islam dans la postmodernité, l'individualisation. Bien, merci infiniment, Jacques. Et le livre est là, si vous voulez.